débat reçoit pour vous Ambroise Mamba. Il n'est plus à présenter, mais c'est la première fois qu'il participe à spécial débat avec nous. Nous allons en tout cas débattre vraiment des faits d'actualité, ce qui vraiment fait l'actualité aujourd'hui. Et pourquoi pas, en tout cas, la semaine passée, on va voir un peu, parce que j'ai l'intelligence avec moi, donc je ne peux pas vous dire de quoi nous allons débattre. Ça viendra avec. Très heureuse, en tout cas, de vous recevoir. Merci, je suis aussi heureux. Vraiment. D'avoir retrouvé ma Paulette Kimoto. Voilà, merci beaucoup. J'ai toujours suivi dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous Là, je suis à la barre. À la barre. Ambroise Mamba, nous allons commencer par l'Est de la République. Bunagana, 2 mois, Ambroise. Et beaucoup de gens se disent, mais comment sous Kabila, en moins d'une semaine, de quelques jours, il a repris Goma, il a repris certains bastions. Mais aujourd'hui, ça fait 2 mois. Et les mauvaises langues, moi je ne cache pas parce que je lis beaucoup, disent que Bunagana fait partie d'un deal. Bon. Je ne comprends pas très bien. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Parce que les Congolais réfléchissent aujourd'hui. On a des gens qui réfléchissent, qui posent des questions. Ils disent, mais comment ça peut faire 2 mois? Alors Bunagana fait partie d'un deal qui ne dit pas son nom. Alors, la première chose que je peux dire personnellement, je vous prends au mot par rapport à la dernière chose que vous avez dite, c'est que le deal. On peut penser qu'il y a un deal. On peut penser qu'il y a un deal, la manière dont Bunagana a été pris. D'abord, Bunagana, les rebelles sont entrés par l'Ouganda. Ils sont entrés, on n'avait pas de problème avec l'Ouganda. On pensait que l'Ouganda était notre allié. Mais ils sont entrés par là, ils ont pris Bunagana. Maintenant, c'est la période d'occupation qui inquiète. On occupe Bunagana pendant 2 mois. On est au-delà de 2 mois maintenant aujourd'hui. Maintenant, on se dit, mais pourquoi les FARDC n'attaquent toujours pas? Alors, si les FARDC n'attaquent pas, est-ce que c'est parce que la puissance des feux est inférieure à celle de l'ennemi, ou c'est parce qu'il y a un deal? Voilà pourquoi on estime qu'il y aurait un deal. On n'est pas tenté de confirmer qu'il y a un deal parce qu'on n'en a pas de preuves. Mais je peux aussi penser à l'autre aspect des choses. Vous savez que dernièrement, la patronne de la MONUSCO avait vanté la puissance des feux des rebelles. Des rebelles et tout ça. Ils possèdent des tirs à longue portée que les FARDC n'ont pas, que la MONUSCO non plus n'a pas, selon ce qu'elle avait déclaré. Alors, est-ce que c'est la déclaration qui a jeté le froid, sur les FARDC? On se pose la question. Est-ce que les FARDC seraient en train de faire un repli stratégique? Bon, pas un repli stratégique, mais peut-être un mea culpa, un aveu d'impuissance peut-être, un aveu d'impuissance que non, écoutez, si la MONUSCO déclare que les rebelles ont une puissance de feu assez importante, que nous on n'a pas, ils ont des tirs à longue portée que nous on n'a pas. Vous savez, sur le plan militaire, on peut expliquer des choses. Moi, je ne suis pas expert militaire, mais on dit, lorsqu'on vous dit que votre ennemi a des tirs de longue portée, vous n'avez pas des tirs à longue portée. Vous avez des armes et munitions qui vous permettent de voir l'ennemi à une certaine distance. Voilà. Quand il vous est rapproché, là, vous pouvez tirer et puis en finir avec lui. Mais c'est lorsque vous essayez de vous approcher que l'ennemi prend l'avant sur vous et il tire de loin. Oui, nous, on n'a pas aussi, j'ai appris, je ne sais pas si c'est fort, on n'a pas un appui aérien. Aérien. Il n'y a pas non plus d'appui aérien. On n'a pas de drones. Exactement. Pas de drones. Alors, c'est à ce niveau qu'on dit que non, il y a 2 choses. Soit, il y a effectivement ce deal, soit, ça sort à la place publique que l'armée n'a peut-être pas des moyens. Mais on dit qu'on ne peut pas dire ça de notre armée. Il y a des moyens suffisants. Mais lorsqu'on dit que l'armée a des moyens... comme on dit. Lorsqu'on dit, oui, effectivement, lorsqu'on dit qu'il y a des moyens, il faudrait qu'effectivement qu'on les prouve maintenant. On ne peut pas laisser notre territoire occupé pendant si longtemps sans qu'il y ait une réaction. On devrait nous expliquer pourquoi il n'y a pas de réaction. Est-ce que c'est un moment de silence pour permettre à l'armée de se réorganiser. C'est ça un repli stratégique? Peut-être, oui, le repli stratégique. On permet à l'armée de se réorganiser, de pouvoir se doter des drones, de pouvoir se doter des tirs aussi à longue portée peut-être. Voilà pourquoi le gouvernement est tenté d'aller vers la Russie. Peut-être qu'on peut acheter des drones au niveau de la Russie. Cette histoire avec la Russie, mais ça va nous mettre en froid avec nos partenaires traditionnels, comme les États-Unis, la France, l'Allemagne et les autres qui sont en guerre. C'est une question qu'il faut étudier avec beaucoup d'intelligence. Lorsque vous allez vers la Russie, déjà avec le problème qu'il y a eu entre la Russie et l'Ukraine a posé de problème dans le monde,
tous ceux qui ont soutenu la Russie ont eu des problèmes avec les États-Unis d'Amérique et l'Occident. Alors aujourd'hui, si vous dites que vous allez aller vers la Russie, quelque part, vous énervez le partenaire traditionnel qui sont les États-Unis et l'Union européenne. Alors je pense que c'est cette question qu'il faut gérer avec beaucoup d'intelligence. Et alors, il faut maintenant qu'on communique, on doit communiquer quand même. Mais on dit que l'armée est une grande muette. L'armée ne peut pas aussi tout mettre sur la place publique. Mais les politiques sont là pour ça. Les politiques sont là pour ça. L'armée ne communique pas. L'armée opère. Mais les politiques peuvent communiquer parce que là, la population... Est-ce que vous savez qu'à un moment, la population était tellement mobilisée qu'on l'a démobilisée? Oui, on sent vraiment la démobilisation aujourd'hui. La population a été mobilisée. Vous savez qu'il y avait deux messages. Là, à un moment, les Congolais ne s'en prenaient pas au pouvoir. Le Congolais s'en prenait au Rwanda. Les Congolais étaient en train de se mobiliser contre le Rwanda qui était identifié comme les pays agresseurs, comme les pays soutenant les rebelles. Mais aujourd'hui, avec cette histoire-là des tenues qu'on avait interdit aux citoyens, on a démobilisé les Congolais qui étaient mobilisés et ça, c'est en notre défaveur. Mais je voudrais aussi dire quelque chose. Cette question de l'Est, il me semble que la question de l'Est n'est pas analysée avec toute l'intelligence qu'il faut. C'est l'échec des accords de paix. Tout ce qu'on a signé depuis Musée. Tous les accords qu'on a signés depuis Musée. C'est l'échec des accords de paix. Les accords de paix n'ont jamais traité des vraies questions. On traite des questions c'est pas moi, des revendications des Congolais, parce que au sein du M23, il y aurait des Congolais, de certaines communautés, ainsi de suite. On traite de ces questions-là. On vous dit, vous devez réintégrer les rebelles au sein de l'armée. C'est ce que exige le M23 effectivement, c'est ce que le M23 exige aujourd'hui. Mais même si je vais pas être pessimiste, même si aujourd'hui on résolvait cette question, même si on intégrait le rebelle du M23 aujourd'hui dans notre armée aujourd'hui, ça va pas résoudre la question. Le problème, c'est l'exploitation de nos ressources. C'est ça la grande question. C'est ça la grande question, qui n'a jamais été traitée dans tous les accords de paix qui ont été signés. Et le gouvernement congolais le sait, les partenaires le savent, le Rwandais le sait aussi, que c'est la vraie question, mais qui n'est malheureusement pas exploitée. Ambroise Mamba, vous êtes une intelligence. J'ai suivi le président, à l'époque, le président français. Oui. Nicolas Sarkozy. L'ancien président français, justement. Je voulais en parler, justement. Mais il a dit, je crois que c'est dépassionnant le débat. Je sais que les Congolais n'aiment pas ça, mais dépassionnant. Nous avons des richesses incommensurables que nous ne savons pas utiliser, que nous n'exploitons absolument pas. Parce que moi je dis qu'on n'exploite pas objectivement nos ressources, les autres viennent piller, même nous-mêmes nous pillons. Est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble avec les pays voisins, discuter calmement, parce qu'au lieu de venir nous tuer, les problèmes, ce ne sont pas les pays voisins. Mais au lieu de venir nous tuer, les problèmes, ce ne sont pas les pays voisins. Mais ils utilisent les pays voisins. Je vais vous expliquer. Ils utilisent les pays voisins. Exactement. Est-ce que nous ne pouvons pas nous asseoir entre nous, Africains, nous dire, mais ok, au lieu de venir nous tuer, mettons sa carte sur table, créons des usines, créons des trucs et exploitons. C'est ce que je voulais expliquer. C'est ce que je voulais expliquer. La solution se trouve justement là. Voilà la solution durable pour plusieurs années à venir. Si vous intégrez les rebelles, il n'y aura pas de solution. Cette question va revenir. Pourquoi? Parce que les multinationales achètent bien les minéraux pendant les guerres. Ça, ils en achètent même trop, d'une façon frauduleuse. Ils achètent bien les minéraux pendant les guerres. Alors voilà pourquoi ils sous-traitent les voisins. Ils sous-traitent les Rwandais. Ils sous-traitent les voisins. Comme ça, on vous fait la guerre et pendant ces moments, ils achètent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gouvernements congolais, et ça peut vous coûter tout un mandat. Wow. Ça peut vous coûter tout un mandat. Le gouvernement congolais doit identifier ces multinationales. Il faut d'abord les identifier et commencer à négocier avec eux. Parce que cette négociation est la plus difficile qui soit. Pourquoi? Parce que les multinationales ne vont pas s'ouvrir aussi facilement comme ça. Parce que ils veulent pas qu'on les indexe. Vous allez les indexer facilement. Que c'est eux qui achètent vos minéraux à travers la guerre en sous-traitant vos voisins. Alors, vous envoyez des négociateurs, des gens qui sont intelligents, qui vont les voir. Vous leur dites, venez avec nous. Venez ouvertement. Parce qu'ils dépensent aussi de l'argent. Oui, bêtement. Ils dépensent de l'argent. Ils doivent équiper des rebelles. Ils doivent acheter des munitions, des armes et des munitions pour équiper des rebelles. Ils dépensent de l'argent pour avoir les minéraux. Mais on peut leur dire, l'argent que vous dépensez, venez avec ça directement avec nous. Et quand vous venez directement avec nous, on sait voir comment vous donner ces minéraux.
vous le prenez. Qu'est-ce Comme que ça, nous, il n'y a on pas de gagne? guerre. Qu'est-ce que nous, on Vous gagne? gagnez, nous Nous aussi, gagnons. nous gagnons. Et moins de pertes en vies humaines. Et justement, mais le problème maintenant avec cette négociation, comme je viens de le dire, ça peut vous prendre tout un mandat. Ce n'est pas une question qui se résout en moins de 2 mois, 3 mois, 1 année. Ça peut vous prendre même 5 ans. Est-ce qu'on n'a pas ces experts-là qui peuvent travailler sous coulisses? Ah, mais c'est ça que le problème, Congo en c'est ça. manque. La RDC en manque. Les Congolais a beaucoup plus de jouisseurs que des travailleurs. C'est ça le problème, c'est le drame du Congo. Le Congo a beaucoup plus de jouisseurs que des travailleurs. Des gens qui viennent en fait, dans l'appareil de l'État, pas pour travailler, mais pour jouir. Et quand vous venez pour jouir, vous ne pouvez plus réfléchir. Vous réfléchissez beaucoup plus par rapport à ce que vous devez gagner, tout en sachant que demain, vous allez quitter les institutions. Et quand vous allez quitter les institutions, vous allez vous la couler douce et vous allez investir pour des fins privées ailleurs. C'est ça le problème des Congolais. Mais il faut qu'on puisse avoir des gens qui réfléchissent, qui parlent Congo, et des gens, des négociateurs qu'on peut envoyer là-bas. Vraiment des héros dans l'ombre. Et pendant ces temps, il faut et pas de médiatisation. Vraiment, il y en a qui le font. Comment nous ne parvenons pas à faire cela? Et pendant ce temps, il faut savoir organiser la communication. Parce que pendant que vous négociez avec les multinationales, votre propre population vous fait la pression. Elle vous fait la pression. Parce que la population veut avoir des résultats tout de suite et maintenant. Mais comment est-ce que vous allez communiquer avec cette population? Parce que vous négociez avec ceux qui vous font la guerre à travers vos voisins. Vous négociez avec eux. Et même à travers les fils de pays aussi. Ça vous prend des jours. Oui. Et quand ça vous prend des jours, ça peut vous coûter même tout un mandat. Okay. Et à ce moment-là, il faut savoir réorganiser la communication pour savoir apaiser la population. Et là, malheureusement, vous êtes au pouvoir, vous faites un tel travail, vous avez les opposants aussi qui vous font la pression, et vous disent, mais il n'y a pas de solution. Et quand vous suivez la télévision, vous suivez les opposants ont besoin de solutions miracles. Et c'est tout de suite qu'il faut la solution et malheureusement, c'est pas comme ça que c'est. L'avenir des armées étrangères, surtout de nos voisins, la toute dernière, ça a levé vraiment il y a eu un levé de bouclier. Le Sud-Soudan, les gens disent non, tout sauf ça. J'ai vu la réaction de mes compatriotes, ils ont dit tout sauf ça, pas le Sud-Soudan. Moi, je dis, c'est pas possible. Bon, mais pourquoi les Congolais ont une image, je ne sais pas, aussi tronquée du Sud-Soudan? Bon, il y a un problème, Paulette, c'est qu'on ne veut pas être humilié. Ça, c'est la première chose. Les Congolais ne veulent pas être humiliés. Mais les Congolais ne veulent pas être humiliés, mais les Congolais ne veulent pas non plus reconnaître qu'il est faible. Ah, ça, c'est notre orgueil un peu. C'est l'orgueil. On vit dans le passé. On vit dans le passé. La gloire du passé, en fait. Vous savez, dans les relations internationales, on dit que les rapports entre deux pays sont soit belliqueux, je parle bien des rapports, sont soit belliqueux, soit pacifiques. Mais lorsque ces rapports sont belliqueux, les nations les plus faibles s'inclinent devant les nations les plus puissantes. C'est ça le principe des relations internationales. Et nous sommes faibles. Alors, bon, on ne le dit pas à la télévision non plus. Ouais, on ne peut pas le dire, sinon ça démobilise. Oui, ça démobilise. On ne le dit pas non plus à la télévision. Donc, mais voilà pourquoi je dis qu'on refuse l'humiliation. Voilà pourquoi on s'est dit, mais même le Sud-Soudan, imaginez-vous que le Sud-Soudan, un pays qui vient de naître il n'y a pas longtemps, avec la guerre, qui va venir nous soutenir, nous, ainsi de suite. Mais il y a... C'est toute cette conjugaison. On dirait que les Congolais ont besoin de... est en train de chercher a tendu un peu sa main à n'importe qui pour se faire aider et obtenir la solution. Aujourd'hui, on en paye le prix. Hein. Mais tous ces gens tout le monde se permet de venir en RDC. On est devenu vraiment un pays... Toute cette histoire-là, Paulette, n'est pas gratuite. Parce que ces gens-là qui interviennent dans votre pays, ne croyez pas qu'ils viennent pour votre intérêt. Ce ne sont pas des enfants des cœurs. Ce ne sont pas des enfants des cœurs. Ce ne sont pas des enfants des cœurs, ce sont des militaires. Les militaires se comportent, malgré leur éthique, qui se comportent presque de la même manière partout en Afrique. Donc, ce ne sont pas des enfants des cœurs. Et surtout que nous avons déjà une mauvaise réputation. Une mauvaise réputation. Lorsqu'on parle des militaires qui arrivent, des Rwandais, des Ougandais, des Burundais qui arrivent au Congo, c'est des pillages, c'est des ressources, ainsi de suite. Les autres... C'est là où proviennent les Mborogo, excuse-moi, les Mborogo du Sud-Soudan. Justement. Alors, les autres, ils prennent ça pour modèle. Ils se disent, mais écoutez, c'est un marché. Vous avez appris ce qui s'est passé avec celui qui est élu maintenant au Kenya, l'ancien vice-président, qui avait dit que le Congo est un marché, il faut aller se servir. En Tanzanie aussi, on dit la même chose. Pour tous les pays voisins, ainsi de suite. En Tanzanie également, on dit la même chose. Effectivement, c'est ça qui motive un peu tous ces pays voisins à se mobiliser, à venir. Ils vous disent que nous venons pour vous aider, mais en réalité, pas pour nous aider, mais pour profiter.
De nos failles, de nos faiblesses, de nos divisions et tout ça. Effectivement, c'est là qu'on dit. Et ça, c'est une responsabilité pour l'actuel président de la République. L'actuel président de la République et tous ses collaborateurs, ainsi de suite, le gouvernement, c'est à ce niveau-là qu'on doit les interpeller. Mais Ambroise Mamba, beaucoup disent que le président ne prend pas à bras le corps ce problème, parce qu'au moment où nous tournons cette émission, le président est en Angola. Alors les gens disent, est-ce que le président doit-il être dehors quand ça brûle chez lui? Beaucoup disent, mais non, il peut décliner les invitations. Il peut se dire, non, je ne peux pas, je délègue le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre. Mais moi, je reste pour résoudre le problème dans mon pays. À Bonagan, on dit ça fait 2 mois. Mais beaucoup ont l'impression de dire que non, le chef de l'État, non... Voilà. Est-ce que pour vous, est-ce que le président remplit, il s'est impacté de la situation actuelle? Il se comporte comme un président d'un pays en guerre, ou un pays attaqué, ou un pays, je ne sais pas moi quoi. Moi, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Ok. Comment est-ce que moi je vois les choses? Je sais que le président sait qu'il a besoin de trouver la solution au problème de son pays. Mais en même temps, quand il part, en Angola par exemple, parce que pour participer aux obsèques de l'ancien président Eduardo dos Santos, c'est pas pour oublier les problèmes de son pays, mais c'est justement, il est dans un jeu où il a besoin quelque part du soutien de l'actuel président angolais. Il a besoin. Il y a eu les élections là-bas. Qui a gagné? C'est lui. Qui a gagné les élections en Angola? Les résultats sont déjà là? Jusque-là, je n'ai pas encore toute la précision qu'il faut par rapport à ça. Mais il a besoin du soutien de ce pays-là. Mais si il s'est dit, par exemple, que non, je ne pars pas, je ne voyage pas, peut-être que ce pays peut se dire, mais il nous a négligés, mais nous non plus, nous ne faisons rien pour lui. On a dit qu'on a négligé l'Angola en faveur de l'État de l'Afrique, de l'East Community. Parce que les gens de la SADC se disent un peu floués, puisque c'était vraiment nos partenaires privilégiés en Afrique, l'Angola, Zimbabwe, Afrique du Sud et les autres. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le président Félix Tshisekedi s'est beaucoup plus tourné vers l'East Community. Bon, effectivement, ce sont des constats qui sont quand même aussi réels, qui sont vrais. Mais c'est comme si le président de la République, à mon avis, est en train de vouloir trouver la solution partout où il faut. Que ce soit à la SADC, que ce soit à l'État d'Afrique de l'Est. J'ai quand même aimé ce qui s'est passé à la SADC lors du 42e sommet. Le président zambien a appelé la SADC à soutenir. La RDC a condamné l'agression du Rwanda. Et ça, j'ai aimé. Et il faudrait qu'effectivement qu'il y ait... Oui, malheureusement, au communiqué final, il ne s'est pas sorti. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes dans des organisations sous-régionales. En même temps, vous êtes dans des organisations sous-régionales, mais en même temps, chaque pays est en relation bilatérale avec un autre. Le Rwanda n'est pas membre de la SADC, mais le Rwanda peut avoir des relations bilatérales très poussées avec le Mozambique, par exemple. Avec le Mozambique, par exemple. Le Rwanda peut avoir des relations très poussées avec le Mozambique. Alors, est-ce que vous voulez faire un communiqué, le Mozambique étant au sein de la SADC, vous voulez faire un communiqué pour condamner les Rwandais, le Mozambique va user son droit de veto. Il va vous dire non, moi je ne signe pas. C'est ça le problème, c'est ça la conséquence un peu, ou bien la fragilité, ou l'inefficacité, le terme que je voulais utiliser, là où les organisations sous-régionales deviennent un peu inefficaces. Parce que du point de vue bilatéral, chaque pays a des intérêts dans un autre. Mais lorsque vous voulez condamner le pays, voilà pourquoi les Congolais crient, mais on n'a pas condamné tel pays, ainsi de suite. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Les pays n'ont que des intérêts. Pas d'amitié. Pas d'amitié. Mais vraiment, cette situation de l'Est, aujourd'hui encore, il y a des morts partout et tout ça. Mais les gens te disent, pose la question en base Mamba. Pourquoi chez nous, on banalise tellement nos morts? Il n'y a jamais de deuil national, il n'y a jamais de... On ne sent pas, il n'y a pas de mémorial, nos morts passent comme ça. Il n'y a pas quelque chose qui nous rappelle qu'on a eu 6 millions, je ne sais même pas le nombre exact. Ça c'est une question très importante. Mais pourquoi il n'y a pas... En Israël, il y a... Je ne sais pas comment ça s'appelle, excusez-moi, le nom m'échappe. Au Rwanda, ils ont leur truc où le président est allé s'incliner. Mais pourquoi chez nous, on n'a pas un endroit où on peut se rappeler, se remémorer? Oui, mais pour le Rwanda, c'est devenu pratiquement un fonds de commerce. C'est à ce niveau-là que le Rwanda a quand même eu les États-Unis d'Amérique et puis tout l'Occident. Et même la France aujourd'hui ne peut pas ouvrir sa bouche par rapport au Rwanda parce que le Rwanda pourrait l'accuser d'avoir organisé le génocide au Rwanda. Et c'est là que j'ai dit que, et ça c'est la responsabilité de notre gouvernement, la responsabilité du président de la République particulièrement parce qu'il s'agit de lui. Il faut qu'à un moment, il y ait quand même une histoire pour commémorer nos morts, les morts congolais. Il faut qu'on puisse
organiser quelque chose, qu'on fasse au moins quelque chose. Et vous faites quelque chose, ça va rester gravé dans les annales de l'histoire, et le monde entier saura que le Congolais, même si vous ne le voulez pas, les Congolais, eux, commémorent leur mort. Leur mort, l'agression, il y a eu beaucoup d'agressions. À ce moment-là, il y a tellement de l'argent qu'on gaspille dans beaucoup de choses qui soient quand même inutiles. Mais là, c'est l'histoire, on peut commencer aujourd'hui. On peut commencer aujourd'hui par quelque chose. C'est pas m'organiser dans l'Est, là, à Goma, sur place. On organise quelque chose. Ça sera vraiment très... On invite des chefs d'État à venir lors de l'inauguration, comme ça. Chaque année, au moins, on commémore cela. Et je pense que c'est un message qui sera lancé à travers le monde, que les Congolais en ont marre. Et même si aujourd'hui, on n'est pas soutenu dans la condamnation du Rwanda, il y a eu ce rapport des experts de l'ONU qui n'est pas encore avalisé au niveau du Conseil de sécurité. Et là, effectivement, c'est comme si on nous oublie un peu. Mais je suis en train de croire un tout petit peu à ce qu'on appelle les complots internationaux contre nous. Ah, vous êtes je suis en train un complotiste, vous croyez à un complot? Vraiment, je suis en train un peu de croire. On veut balkaniser le pays. Je suis un peu en train de croire. Je ne sais pas effectivement exactement ce qu'il faut dire, mais je suis en train de croire à un certain complot international contre la RDC. Parce que ce n'est pas explicable, que ce soit clair. Le secrétaire d'État américain se déplace lui-même, il arrive à Kinshasa, il va au Rwanda, et puis il n'y a rien. Il change aussi. Et puis il n'y a rien. Ouais. Alors qu'il y a un rapport des experts de l'ONU qui condamne ouvertement. Je ne sais pas si c'était pour nous amadouer, parce qu'on a demandé le départ de la MONUSCO. Je pense. Et pour nous amadouer, je ne sais pas. Et avec la MONUSCO qui arrive dans notre pays, qui s'y établit pendant plusieurs années, il n'y a toujours pas de résultats. Et on s'est dit, mais finalement, c'est quoi? Il faut qu'on réfléchisse. Vous savez, je vais vous dire une chose. Par rapport à la question de l'Est, moi, je voudrais voir Félix Tshisekedi approcher tous ses opposants. Mais pourquoi il ne le fait pas? Je voudrais... Même l'ancien chef de l'État, pourquoi? Parce qu'il faut une cohésion nationale pour la question de l'Est. Il faut une cohésion nationale pour la question de l'Est. Il doit approcher ses opposants. Que ce soit Jean-Marc, que ce soit Moïse Katumbi. Bon, même si Moïse Katumbi, à un moment, on dit qu'il est opposant, il est en même temps dans l'Union sacrée. Que ce soit Joseph Kabila, même si c'est la grande muette. Je sais déjà que Joseph Kabila ne pourra pas venir dans une telle rencontre parce qu'il est tellement dans son orgueil, il ne va pas venir. Mais Félix Tshisekedi doit tenter une histoire comme ça. Vous approchez tous les opposants, les Martin Fayulu. On n'a pas un son commun par rapport à ça. Chacun parle de l'Est. Ils sont tellement divergents. Vous savez pourquoi divergents? Pourquoi? Parce que les opposants à Félix ne veulent pas soutenir Félix par rapport à la question de l'Est. Parce qu'il va se taper la main sur la poitrine. Mais lui non plus n'a pas soutenu. Il n'a pas soutenu Kabila. Oui, justement, c'est en quelque sorte une revanche. Exactement. C'est pas une bonne tactique. Alors c'est pourquoi je dis. C'est pas une bonne tactique. C'est pourquoi je dis que ce qui arrive à Félix aujourd'hui, il pourrait partir demain, il pourrait partir en 2023 ou en 2028, ça dépend. Même la question des restes, tant qu'elle ne sera pas résolue, elle pourrait toujours rattraper n'importe quel autre président, qu'il soit Martin Fayulu, qu'il soit Moïse Katumbi, qu'il soit n'importe qui, elle pourra rattraper. Mais chaque président aura toujours besoin de la cohésion nationale. C'est pourquoi moi je voudrais que ça commence maintenant, par Félix Tshisekedi, qu'il puisse approcher tous ses opposants. Qu'il puisse approcher tous ses opposants. Chers compatriotes, parlons un peu d'égal à égal. Je mets mon pouvoir en jeu. Mon pouvoir est là en jeu. Mais sauvons notre pays. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que les Africains... Nous allons devenir forts. Nous avons cette... Les Rwandais saura. Vous savez pourquoi nous sommes faibles? C'est ça. Je vais prendre une petite déclaration qui a été faite par Jean-Marc Abound. Aujourd'hui en résidence surveillée, mais toujours à Makala. Alors, je prends sa déclaration. Il dit il ne fallait pas marcher contre le Rwanda, il fallait marcher contre Félix Tshisekedi. Voilà les choses, ce genre de déclarations. Depuis qu'il est opposant? Non, oui, depuis qu'il est opposant. Le tout premier jour qu'il a fait ces déclarations. Il ne faut pas marcher contre le Rwanda, il faut marcher contre Félix Tshisekedi. Voilà les genres de déclarations qui affaiblissent la RDC. Et le Rwanda, là où il est, le président Paul Kagame, là où il va vous dire, non, regardez, eux-mêmes déjà. Eux-mêmes, ils ne savent pas se mettre ensemble autour de la question de l'Est. Ils se divisent. Mais chez eux, vraiment, ce qui est fort au Rwanda, ils ont un même langage. Un même langage. Le ministre des Affaires étrangères, le président, le Parlement. Je voudrais que la classe politique soit divisée pour des questions de gestion interne. Pour des questions de gestion interne. L'opposition doit faire pression sur les pouvoirs pour des questions de gestion interne. Mais pour ce qui concerne l'Est de la RDC, on doit avoir un même langage. Et pour avoir le même langage, Félix doit faire un pas, il doit tendre la main aux opposants. Il doit tendre la main aux opposants. Peut-être qu'il va le faire pendant la campagne, hein, parce que c'est peut-être aussi ce que vous dites, Ambroise, beaucoup vont dire que c'est un
calcul politique, parce que les élections approchent, il a besoin du soutien de tout le monde. Est-ce que ce ne sera pas aussi un calcul politique? Ah bon, il a besoin du soutien de tout le monde? Calcul politique? Bon, je ne crois pas, hein. Je ne crois pas qu'il va avoir aussi les autres aussi facilement. Il ne va pas avoir aussi Martin Fayulu facilement. Ah ça. D'ailleurs, quand je parle même de ce rapprochement-là avec Matata Ponyo, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la deuxième fois qu'ils se rencontrent. Est-ce qu'ils sont en train de créer un bloc contre Tshisekedi? Justement, ils sont en train de créer un bloc contre Félix Tshisekedi. C'est pourquoi j'ai dit que même ce rapprochement qui serait tenté par Félix Tshisekedi n'est pas facile. Il n'est pas facile parce qu'ils vont se dire, mais nous allons nous approcher de lui, nous allons parler le même langage, lui il va gagner, et la population va l'applaudir lui, et lorsqu'il va se représenter pour les prochains mandats, la population va le réélire. C'est à ce niveau-là que ça va poser problème. Moi, je voudrais peut-être qu'il ne fasse pas ça maintenant, qu'il attende quand même les élections, c'est se tenir. S'il est réélu, qu'il appelle les autres maintenant, parce que ce sera le tout dernier mandat constitutionnel, il les appelle pour qu'ils puissent avoir nous allons parler des partis politiques, Ambroise Mamba. On m'a dit de vous poser cette question. Ambroise Mamba, est-ce que nos partis politiques ne sont pas tout simplement des partis régionaux? Parce que Jean-Pierre Bemba, quand il veut faire un meeting, quand il veut se sentir aimé, permettez l'expression, quand il veut avoir cette empathie avec la population, il va que dans le Grand Équateur. Quand Fayulu fait avoir ça ou ça, peut-être Fayulu, peut-être pas, je sais, parce qu'il est allé à Kisangani aussi. Bon. Quand par exemple Moïse veut vraiment se sentir bien, il est au Katanga. Quand Matata veut se sentir vraiment... voilà, c'est le maniement. Alors les gens se disent, mais pourquoi nous nous voilons la face? Nous vivons exactement ce que nos pères ont vécu en 1960, des partis tribaux, des partis régionaux. Malheureusement, c'est ça le côté sociologique de notre pays, de notre politique. Souvent, on dit que les élections, la démocratie électorale, c'est une question de popularité, mais la popularité commence d'abord par son clan, sa tribu, sa famille. Ça commence famille, clan, tribu, région, ainsi de suite. Puis, alors, les gens veulent commencer d'abord par chez eux pour aller ailleurs. Okay. Mais malheureusement, c'est ce qui nous divise de plus en plus. D'ailleurs, c'est là le tribalisme. C'est là le tribalisme. Lorsque vous prenez Jean-Pierre Bemba, qui n'est plus le Jean-Pierre Bemba de 2006, parce que Jean-Pierre Bemba... il a été candidat, il a été élu partout en RDC. Il a été élu partout en RDC. C'est malheureux de le voir, c'est malheureux, malheureusement. Si vous permettez la tautologie, c'est malheureux de les voir n'aller que dans l'Équateur pour aller parler. Et là, ça prouve quoi? Se sont-ils seulement à l'aise à l'Équateur? Et quand ils partent dans l'Équateur, n'a-t-il pas de gens dans l'est du pays, à Goma, à Lubumbashi, dans le Kasaï, n'a-t-il pas de gens dans le Congo central, dans le Grand Bandundu, n'a-t-il pas de gens partout là-bas? Est-ce que son parti, le MLC, n'est-il pas implanté partout là-bas? Son parti n'a-t-il pas un caractère national? C'est là que je dis que les dirigeants congolais devraient quand même revoir un peu leur manière, la classe politique justement, devrait revoir leur manière de faire les choses. Il ne faudra pas donner l'impression qu'on est mieux seulement chez soi. On peut changer. J'ai aimé quand Martin Fayulu est allé quand même à Kisangani pour aller tenir son congrès. Moïse Katumbi est allé à Kisangani. J'ai aimé. Martin Fayulu est allé à Kisangani. J'ai aimé. D'ailleurs, il a tenu son congrès là-bas. Il a tenu son congrès là-bas. Il faut que ça change. C'est quelque chose de très bon. Même si tout le monde, quand ils vont dans les mêmes coins, ils sont populaires. Moïse Katumbi populaire, Martin Fayulu populaire, on se demande si c'est la même population, et ainsi de suite. Comment se passe la mobilisation? Est-ce que les gens sont-ils intéressés par rapport aux enveloppes, ainsi de suite? Mais on s'est dit quand même que c'est quand même une bonne chose de faire des choses comme ça. D'aller ailleurs que dans sa province d'origine. Est-ce qu'on doit revenir aussi, nous sommes des intellectuels, nous réfléchissons, doit-on revenir à la gouvernance des non-originaires? Des non-originaires, des gouverneurs de province. C'est ça qui a vraiment détruit encore notre pays, quoi. Oui. Moi, je pense qu'il faut revenir à ça. Je pense qu'il faut revenir à ça, avoir des gouverneurs de province. Même aux 11 provinces, les gens disent même retour aux 11 provinces. Les 26 n'ont pas réussi. Quel est votre point de vue? Doit-on revenir aux 11 provinces? Bon, vous savez, l'idée derrière, c'est là que je plains quand même le pouvoir de Joseph Kabila, parce que c'était fait quand même à la va-vite pour faire mal à Moïse Katumbi, tout simplement.
Tout C'était fait à la va-vite pour faire mal à Moïse Katumbi, qu'on disait être puissant parce qu'il gérait une grande province du Katanga, et ainsi de suite. Et il fallait démembrer rapidement. Et j'ai rigolé même dernièrement lorsqu'il y a eu la réconciliation entre Katangais. Dans les résolutions, on a même pensé à revenir à 11 provinces. Je me suis dit que c'était les pouvoirs des Katangais qui avaient quand même démembré les provinces. C'est encore les Katangais qui disent qu'il faut revenir à 11 provinces. Effectivement, c'est une preuve que c'était un échec. Oui, c'est possible qu'on revienne à cela. C'est possible qu'on revienne à cela. Mais la question la plus importante aujourd'hui, c'est 3 choses. La première, on revient aux 11 provinces. La deuxième, on confie les provinces aux non-originaires. Et la troisième, on alimente la caisse des péréquations parce qu'il y a des provinces ça existe encore, cette caisse, Ambroise? Est-ce que cette caisse existe? Il faut qu'on alimente cette caisse des péréquations qui est constitutionnelle mais qui n'est toujours pas alimentée. Pourquoi? Parce que les provinces pauvres n'ont toujours pas de ressources. Ce sont les provinces les riches. Vous savez que ça posait problème sur votre plateau ici, avec la princesse Dominique Mounongo. Ça va créer beaucoup de problèmes. Ça fait du buzz. Oui, ça fait du buzz. Effectivement, parce que le Katanga, parce que le Katanga se sent toujours comme cette province qui nourrit les autres. Le poumon économique, du pays, ainsi de suite. Mais si la loi permet quand même qu'on puisse alimenter cette quête des péréquations, je pense que ça peut aider les autres provinces à par exemple, se relever. le projet de 145 territoires que Bemba a tant vanté dans le Grand Équateur, mais peut-être ce projet, Ambroise, pourrait aider à ce que d'autres provinces émergent. Parce que comment on peut, 60 ans après les indépendances, croire que ma province, le Kwilu, est pauvre? Comment 60 ans après, les gens peuvent encore dire que le Kwilu est pauvre, que le Nord-Bangui est pauvre? Non, c'est pas possible. Chaque province a ses particularités, chaque province a ses richesses. Mais comment, dans le subconscient congolais, 60 ans après, Kwilu est toujours pauvre? Le Kwango est pauvre? C'est pas possible. Mais c'est à ce niveau que le projet, quand même, je trouve qu'il est bon. Le projet des 145 territoires, il est bon, mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui est fait? Il y a appel d'offres. Qu'est-ce qu'il y a? On a dit qu'il y a appel d'offres, on a impliqué les politiques dans ce projet, ainsi de suite. Ça, c'est fini. Quand on implique les politiques, c'est la mort. Je ne comprends plus rien par rapport à la mise en œuvre de ce projet. Alors, je ne sais pas si on veut quand même le lancer vraiment en 2023 pour que ça donne des arguments pour la campagne. Des arguments de campagne. C'est aussi une question stratégique. C'est là que les Congolais se comportent beaucoup plus en homme politique qu'en homme d'État. Les Congolais voient beaucoup plus leur réélection que le développement du pays. On n'est pas censé lancer des grands travaux seulement la veille des élections pour se faire réélire, mais malheureusement, c'est ce qui semble être le cas. Retarde. Mais c'est un bon projet à soutenir. Ça peut aider les Kwango, les Kwilu, ça peut aider... Surtout chez mes amis et frères, les tétés là, on me dit que la province est vraiment... J'ai vu les images de Lumumba ville, mais j'étais quand même assez choquée. Une ville, c'est pas... Permets-toi, c'est pas que je me manque ou quoi, c'est vraiment la réalité. Une ville ne peut pas être comme ça, je suis désolée. Vous avez proclamé le héros national, vous lui avez donné une ville, Lumumba ville, mais il n'y a aucun... caractéristique d'une ville, c'est pas... Il n'y a pas de fierté. Il n'y a pas de fierté pour la ville qui nous a donné le héros national. Bon, vous savez que dans notre pays, tout est devenu prioritaire. Mais toutes ces questions-là, ils se règlent qu'avec de l'argent. Ils se règlent qu'avec de l'argent, il faut avoir suffisamment de moyens. C'est pourquoi à un moment, le plan Marshall de Noël Tchani fait quand même rire les gens, mais oui, mais si on dépassionne le débat, c'est ça avec notre mauvais côté, il y a trop de passion dans tout. Mais moi, j'ai lu ce projet, c'est pas mal, parce que ça réussit sur d'autres cieux en Afrique. Justement. On ne comprend pas Noël Tchani avec ses... C'est tout ce qui peut marcher. Quand on enlève le loi de père et des mères, mais en tout cas, son histoire là, scientifiquement, il est pas mal. Hein? Il est quand même d'une intelligence quand même assez indéniable. De ce côté-là, lisez vraiment froidement, de ce côté-là, c'est pas mal son plan Marshall. C'est une solution. C'est une solution pour notre pays. On n'a pas assez de moyens. Le pays n'a pas assez de moyens
pour engager des grands travaux, ainsi de suite. Non, mais en plus, quand tu dis que le pays n'a pas de moyens, beaucoup de Congolais n'y croient pas. Quand on prend les sommes détournées et tout ça, beaucoup disent c'est faux. Vous nous dites que le pays n'a pas de moyens, mais il y a autant de millions qui sortent chaque jour. Oui. Jean-Marc Kabound l'a dit, Oui. l'argent part dans les paradis fiscaux. À l'époque de Kabila, le monsieur... son nom m'échappe, mon Dieu. Paradis fiscaux. Au paradis fiscaux. Mais l'autre là, qui était chargé de la corruption, là... Le nom m'échappe, sous Kabila. Le Zolobambi disait... Qui a parlé de l'évasion fiscale, de 12 à 15 milliards de dollars l'année. On a l'argent, mais on ne parvient pas à le canaliser, cet argent. Alors, lorsqu'on dit... D'abord, la première chose, c'est que les gens doivent comprendre, lorsqu'on dit que le pays n'a pas d'argent, c'est que le pays n'entre pas... L'argent n'entre pas dans la caisse de l'État. L'argent se trouve dans les poches des individus. Dans l'informel. Hein. Voilà. Dans les poches des individus. Vous avez aujourd'hui, Kingakati aujourd'hui, ça sent l'argent lorsque vous allez à Kingakati. Mais c'est pour un privé. Ce n'est pas pour l'État. Lorsqu'on dit que le pays n'a pas d'argent, c'est que dans la caisse de l'État, il n'y en a pas suffisamment pour engager des investissements, des dépenses, ainsi de suite. Mais lorsqu'on déplore également le fait que l'argent est dans les poches des individus, c'est parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Ça m'amène dans beaucoup de choses à la fois. Alors, c'est parce qu'on ne sait pas effectivement comment arrêter l'hémorragie de la corruption, comment lutter contre la corruption, comment lutter contre l'évasion fiscale, comment lutter contre le coulement de recettes, comment on dit, de recettes, comment lutter contre tout ça. Mais l'IGF est là. Moi, j'ai ouï dire que, permettez, mais c'est vraiment au conditionnel, les voix s'élèvent pour dire que le pouvoir, entre guillemets, est en train de combattre l'IGF, son propre élément, c'est que vraiment l'épée qu'a mis le président de la République pour combattre justement la corruption. Et nous avons des échos, nous lisons que les propres fils du pouvoir sont en train de combattre l'IGF. C'est paradoxal. C'est justement pourquoi, parce que les gens veulent demeurer dans l'impunité, vivre dans l'impunité. Et surtout et ils ne veulent pas détourner. Ils ne veulent pas aider le pays. Or, les pays doivent avoir suffisamment de moyens. J'ai aimé avec cette histoire-là de lancement de la vente aux enchères des blocs pétroliers et gaziers. Justement, c'est pour arriver... Ça va, ça dossier bon, il y a beaucoup de jusque-là, c'est... Ça va? Non, bon, je n'ai pas encore des échos depuis qu'ils ont lancé. Mais jusque-là, dans l'idée, c'est d'arriver à diversifier un peu l'économie congolaise. C'est dans l'idée parce qu'on dépend beaucoup plus des mines. Il faudra qu'on puisse aussi avoir notre propre pétrole. Parce que la guerre en Ukraine devrait être une opportunité. Pour les pays africains. Pour les pays africains. Devait être une opportunité. On ne peut pas seulement se plaindre que ça a des conséquences sur l'Afrique, mais ça devrait être une opportunité de constater que non, on a aussi notre propre pétrole qu'on peut exploiter. Notre gaz. On a notre gaz. L'Europe est tellement dépendante du gaz de la Russie. Alors, mais il faut qu'on puisse faire tout ça. Mais le problème, c'est qu'il faut lutter contre la corruption. Mais on va lutter contre la corruption comment? On a eu un procès de 100 jours, on a amené l'ancien directeur de cabinet de chef de l'État en prison, il est sorti, il est blanchi. Il est même aujourd'hui à côté du chef de l'État, aux côtés du chef de l'État. Il a assisté à... c'est pas moi, une séance de travail avec l'ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo. Effectivement, c'est... Probable Premier ministre, selon certains échos. Oui, selon les rumeurs. C'est tout ça qui décourage quelque part les Congolais. Ils se disent, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut amener le pays? Vous savez, à un moment, je me dis, vous pouvez être chef, le président de la République est chef de l'État, mais c'est comme s'il a aussi ses propres chefs. J'ai toujours pensé à ce que les professeurs Kalele me disaient une fois. Il me disait, prenez le FMI, prenez la Banque mondiale, on les appelle les gendarmes de l'Occident. Lorsque vous allez vers le FMI, lorsque vous allez vers la Banque mondiale, vous avez besoin de leur argent. Ils vous donnent beaucoup de conditions. Ils vous donnent toute une conditionnalité. Et la conditionnalité, l'une des conditionnalités, par exemple, on peut vous dire, non, vous libéralisez le prix sur le marché. Vous libéralisez les prix sur le marché, comme ça chacun mettra son prix sur le marché. Vous ne contrôlez personne, ainsi de suite. Alors, et vous qui êtes au pouvoir, on vous dit, on va vous soutenir, votre pouvoir. On va vous soutenir. Si quelqu'un vous combat, nous on viendra avec les armes. On soutiendra votre pouvoir. Et à ces moments-là, ceux qui sont au pouvoir, ils ne travaillent que pour leur propre pouvoir. Ils oublient un tout petit peu les pays et ils lâchent. C'est à ces moments-là que il y a même des rumeurs selon lesquelles la libération de Vital Kamerhe, oui, la libération puis l'acquittement aurait été négocié par un chef d'État africain.
aurait été négocié par un chef d'État africain qui aurait dit à Félix Tshisekedi, vous lâchez Vital Kamerhe, je vous soutiens. Si vous lâchez Vital Kamerhe, je vous soutiens maintenant par rapport à votre problème de l'Est. Regardez un peu tout ce qui se passe dans notre pays. À ces moments-là, vous vous dites, mais vous faites quoi? Il y a la pression interne, il y a la pression externe, ainsi de suite. Vous avez les facile d'être président du Congo. C'est pourquoi moi je dis ceci. La priorité des priorités pour notre pays, c'est de rendre notre armée forte. C'est de donner, c'est de réformer notre armée, la rendre forte. Sous embargo, on est sous embargo, non? Malheureusement, c'est pourquoi je vous parle du complot international. L'embargo a été préparé, juste pour nous affaiblir, pour que nous n'ayons pas la possibilité. Même l'embargo aussi a été aussi quelque part justifié. Vous savez, du temps de Joseph Kabila, il y a eu beaucoup de détournements. Justifié. Il y a eu beaucoup de détournements. Les groupes armés avaient été alimentés en armes et munitions qui venaient de l'intérieur. C'est là qu'on dit, mais finalement, vous ne savez pas tracer vos armes, munitions, ainsi de suite. Mais alors, on vous met sous embargo. C'était un embargo justifié quelque part. Mais aujourd'hui, on a besoin de se relever. On a besoin justement que ce soit levé totalement, que nous soyons en mesure de pouvoir donner à notre armée. Nous allons terminer par notre corporation. Quand je suis un journaliste, je ne peux que parler de notre corporation. On n'a pas le temps, avec les autres invités, de parler un peu de nous. Ambroise Mamba, l'UNPC aujourd'hui, il y a eu les états généraux de la presse. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est retombée, est-ce qu'on met en application, je ne sais pas si vous avez participé à ça. L'UNPC aujourd'hui, on en est où? Qui est le président? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai ouï dire que la carte aujourd'hui, c'est à $50. Hein? Oui. La carte de l'UNPC aujourd'hui est majorée à $50. Est-ce que... Comment ça se passe aujourd'hui à l'UNPC? Bon, effectivement, je vais reconnaître qu'il y a eu des problèmes. Après les états généraux de la presse, des états généraux de la communication et des médias, on avait décidé qu'on s'y reçoit un peu l'octroi de la carte professionnelle des journalistes. C'est ce qui avait été décidé là-bas. Alors, maintenant, il s'est posé aussi un problème que plus le temps passe, il y a les confrères de l'intérieur qui éprouvent des difficultés à accéder dans certains endroits parce que ne détenant pas la carte de presse. C'est pourquoi la commission de la carte avait jugé bon de pouvoir réfléchir sur cette question et lever l'équivoque de pouvoir octroyer la carte. Mais il y a eu ce qu'il y a eu. La carte à $50, il y en a d'autres qui l'ont obtenue, il y en a d'autres qui se sont réservés. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est un congrès qui est en préparation actuellement. Il y a un autre congrès. Il y a un congrès en préparation. Il sera financé cette fois-ci par qui? Vous avez bon, c'est toujours l'État qui finance le congrès. Hein. Okay. C'est toujours l'État qui finance les congrès, mais malheureusement, il y a des confrères qui estiment qu'il ne faudra pas que l'État finance les congrès, mais que l'État puisse aussi se promener avec ses propres candidats. Il vous finance et puis il se promène avec ses propres candidats, choisissez tel comme président de l'UNPC, ainsi de suite. C'est effectivement ça que certains confrères ne veulent pas. Les journalistes veulent qu'ils soient libres de se choisir eux-mêmes leur propre... Parce que la question même de participation est réglée par les statuts. Il faut détenir la carte professionnelle du journaliste pour être participant. Mais là, on n'a pas non plus octroyé la carte. Qui sera participant au congrès? C'est là que ça pose problème. Mais c'est toujours Gadi Kouba qui est président de l'UNPC jusqu'à aujourd'hui. Il y a une petite accalmie pour l'instant. Une petite accalmie. C'était chaud. Hein? Je reconnais que c'était quand même chaud. Il y a une petite accalmie pour l'instant, mais on attend. Comment nous on travaille? Question directe, moi je ne tourne pas autour du pot. Ambroise Mamba, politiquement tu te situes où? Qui est derrière Ambroise Mamba? Parce qu'aujourd'hui c'est ce qui s'est dit avec nous les journalistes. On a des journalistes de Moïse Katumbi, des journalistes de Matata, les journalistes de Bemba, les journalistes de tel ou tel. Ambroise Mamba est journaliste de qui? Je voudrais répondre à cette question en vous regardant droit dans les yeux. Je mets quiconque à défi. Je ne suis dans aucun cas. Je ne suis dans aucun cas. Ambroise, il n'y a personne qui vous êtes vraiment... Je voudrais même demander à n'importe quel politicien de me contredire. Oh. Je voudrais demander à Félix Tshisekedi, à Augustin Kabouya, à Moïse Katumbi, à Joseph Kabila, à Martin Fayoulou. Je demande à quiconque. D'ailleurs, je ne suis même pas proche d'eux. J'ai reçu un politicien sur mon plateau des tables rondes dernièrement qui était avec les autres confrères. Brave émission, je suis souvent. J'ai aimé, merci. J'ai aimé le témoignage de ce politicien-là. Il me dit qu'il était avec certains confrères. Et certains confrères lui ont dit, ce journaliste-là n'est dans aucun camp.
Il n'est dans aucun cas. Et c'est un politicien qui me l'a dit sur mon plateau de télévision. Il les reçoit ces témoignages des autres confrères. Et là, j'ai confirmé, je lui ai dit effectivement. Donc vous pouvez faire le reportage partout. On vous appelle à Kingakati. Non, à Kingakati, malheureusement, on ne m'appelle pas, malheureusement. Pourquoi? Mais si on m'appelle, je vais y aller. Ah, vous n'avez pas peur que si vous y allez, on vous taxe journaliste de Kabila? C'est ça le problème avec la compréhension de nos compatriotes. On va me taxer, mais ce sera à tort. On va me taxer, ce sera à tort. Je ne soutiens personne. D'ailleurs, j'ai des problèmes avec Augustin Kabouya. Augustin Kabouya ne me reçoit plus au téléphone. Oh, pourquoi? Augustin Kabouya a été un ami avec moi. Oh, je sais. J'ai travaillé avec Augustin Kabouya pendant qu'il était encore à la communication de l'UDPS. Aujourd'hui, il est secrétaire général du parti au pouvoir. Mais il ne me reçoit plus au téléphone. CG, Yamba téléphone. Parce qu'il estime qu'il n'a pas des intérêts chez moi. C'est pour vous dire tout simplement que je ne suis journaliste. Vous ne le soutenez pas, c'est ça le problème. Non, je ne le ménage pas. D'ailleurs, je l'ai ramassé lors de sa communication pour réagir à la communication des Kaboun. Qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai ramassé. J'ai dit que Augustin Kabouya a prouvé à la face du monde que tous étaient jouisseurs. Il ne pouvait pas répondre à l'accusation de la jouissance par la jouissance. Ouais, mauvaise communication. Mauvaise communication, je l'ai ramassé. Il a même attaqué ses propres communicateurs. Je ne ménage même pas le président de la République. Lorsque j'ai des choses à dire au président de la République, je les lui dis. Lorsque j'ai des choses à dire à Moïse Katumbi, je le dis. D'ailleurs, je suis en train de passer. Toi, tu n'as personne qui te soutient. Malheureusement, je n'ai pas. Mais les Congolais n'y croient plus. Pourquoi notre opinion nationale et internationale n'y croit pas. Je voudrais être libre. À cette parce que les gens estiment que pour vivre, ils doivent être derrière les autres. Non, je vis d'ailleurs mieux. Je vis mieux. Je donne à mes enfants les matembélés. Ils mangent. Et puis je vous ai vu d'ailleurs dernièrement à la communication de Zoé Kabila. Oui, justement. Voilà, justement. Mais ça nous permet d'entrer aussi dans ce sujet, la justice. Les déguerpissements, aujourd'hui, ça devient vraiment monnaie courante. Il y a Kabila, il y a Nyamugabo, il y a Genève Kabila, j'ai appris. C'est quoi? C'est pas un politique. Je ne sais pas si on a encore du temps. Accordez-moi seulement 5 minutes. Je voudrais avoir suffisamment de temps pour parler de cette question. Lorsque j'ai suivi l'avocat de l'entreprise Katanga Premier, SARL, parler de cette question, j'ai vite compris que la faute se trouve à l'ancien ministre Joseph Kokonyangi. À l'ancien ministre Joseph Kokonyangi. Joseph Kokonyangi aurait fait les yeux doux au pouvoir entrant. Joseph Kokonyangi aurait fait les yeux doux au pouvoir entrant. On a mis au conditionnel, hein, Kokonyangi. Nous, on est des journalistes professionnels. Joseph Kokonyangi aurait fait des yeux doux au pouvoir entrant pour répertorier la parcelle Kérélé sur la liste des parcelles concernées dans le domaine privé de l'État. Et c'est à ce niveau que l'actuel ministre de l'Urbanisme et Habitat a réagi pour attribuer cette parcelle à la ministre, au ministre de la Défense. Mais lorsque je suis les dossiers de près, vous prenez l'ancien auditeur général Kondo qui a acheté... Qui avait acheté cette parcelle, parce que ça lui a été attribué par la Deuxième République à travers le ministère du Portefeuille qui gérait les domaines privés de l'État, et qui a vendu à un monsieur Ipeto qui a vendu à l'entreprise Kocha Investment, et puis Kocha qui a cédé la parcelle à l'entreprise Katanga Premier. Vous savez, vous voyez qu'il y a eu de certificats d'enregistrement à chaque étape, depuis l'auditeur général, certificat d'enregistrement, Ipeto, certificat d'enregistrement, Kocha et Katanga Premier, certificat d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement, c'est le seul document légal qui permet à une personne de jouir de sa parcelle, de son bien, de son patrimoine. C'est le seul document. Mais lorsque vous prenez maintenant l'arrêté du ministre Kokonyangi, j'ose croire qu'il a peut-être des problèmes avec sa famille politique aujourd'hui, parce qu'il a fait peut-être les yeux doux au pouvoir entrant pour qu'on le maintienne au pouvoir, mais malheureusement, il a perdu et il a mis les autres en difficulté dans des problèmes. Voilà, le temps qui nous a été imparti est terminé. Merci vraiment, Ambroise Mamba, d'avoir parlé avec ton cœur. On a compris que nous avons tous en commun la RDC, la passion du Congo. Nous tous, nous voulons que notre pays recouvre la paix. Nous voulons vraiment qu'il y ait des élections partout en République démocratique du Congo en 2023. Et
la rentrée scolaire, c'est dans une semaine. On ne sait pas si à Bunagana, comment ça va se passer. C'est une question que je n'ai pas posée, mais vraiment, les gens se posent la question. Le 5 septembre, est-ce que les enfants de Bunagana iront à l'école? C'est une grande question. Le ministre a répondu par l'affirmative, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Est-ce que ça sera fait? On verra. Ce n'est pas la dernière fois que vous aurez Ambroise Mamba chez moi. Il a ouvert la porte. Voilà, il est entré dans la Lyon Télévision officielle. Merci la Lyon. Merci et on se retrouvera très très prochainement. Merci.